Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous en cette matinée plutôt froide, très pluvieuse. J'espère que vous êtes bien au chaud. Une grosse pensée ce matin aux personnes qui sont dans le besoin, aux personnes qui souffrent un petit peu du froid. Voilà, alors aujourd'hui, notre émission sera hautement culturelle et sportive à la fois, puisque en premier plateau, nous allons recevoir des étudiants. Je vous le dis à chaque fois, nos étudiants ne cessent de nous impressionner. Cette fois-ci, c'est un travail collaboratif qui va se faire entre deux écoles, à savoir l'école de gestion et aussi l'école de commerce, qui vont organiser la première édition de la compétition d'innovation qui va réunir des étudiants de commerce et en ingénierie autour de véritables problématiques auxquelles ils vont trouver des solutions qu'ils vont proposer aux différentes entreprises. Sabela Hadjamar sera parmi nous comme chaque vendredi. Cette fois-ci, elle va nous emmener du côté de Constantine pour nous faire découvrir un monument de cette région, à savoir le palais d'Ahmed Bey. Une caravane est passée par plusieurs wilayas pour la promotion des relations algéro-italiennes, particulièrement dans le domaine de la culture. C'était sous le thème Poète des deux rives. Nous allons parler de cette caravane et aussi, excusez-moi, un autre événement qui va se dérouler très prochainement. 2026 marque aussi le 60e anniversaire d'une sortie d'un film culte, d'un film qui parle d'un épisode très important de notre glorieuse révolution, à savoir la bataille d'Alger, qui est sortie en 1966. Nous allons en parler ce matin. Et aussi, je vous le disais, notre émission sera sportive. Nous allons recevoir toute une famille de sportifs, papa, maman et les enfants aussi, qui ont tous choisi de pratiquer une discipline, à savoir le judo. Ils vont nous parler du partage de cette passion. Voilà pour le programme de cette matinée. Mais avant cela, ça sera pause musicale, des louanges à Rasoul alayhi salatu wassalam, et ce sera Kamaru, et on se retrouve juste après. Sur le plateau, comme je vous le disais, au sommaire, nous allons recevoir des étudiants qui font une très belle initiative. Cette fois-ci, toujours au profit des étudiants parmi nous ce matin. Mariam Ben Khaled. Bonjour Mariam. Bonjour. Comment ça va Mariam? Ça va très bien. Alors Mariam est étudiante en 3e année à l'école supérieure de commerce. De gestion et d'économie numérique. De gestion? De gestion et d'économie numérique. D'économie numérique. Marhaba bik. Et parmi nous également, Zakaria Abdelkrim Ben Meradi. Zakaria, bonjour. Bonjour. Marhaba Zakaria. Et étudiant en 4e année, école supérieure de commerce. Oui, voilà. Voilà. Marhaba bikoum. Voilà. Alors, cette fois-ci, ça va être un travail que vous allez faire en collaboration entre les deux écoles, c'est ça? Ça va se passer comment? On est en train d'organiser un événement avec notre école. C'est la première édition. Oui, c'est la première édition avec notre école en partenariat avec une autre entreprise. Voilà, donc c'est l'entreprise qui va proposer la problématique pour cette fois-ci, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, et Zakaria, vous venez d'un autre institut, c'est l'Institut de commerce. C'est l'école supérieure de commerce. Oui. Voilà. On est voisins avec l'école. Voilà, vous êtes voisins, effectivement. De bons voisins, il y a un bon voisinage entre bien vous. sûr. Hein, n'est-ce pas? Mais voilà, la preuve, vous êtes là tous les deux. Et quel est l'apport de l'école de commerce dans cet événement? Il n'y a aucun apport de l'école supérieure de commerce. C'est déjà le club élite. Oui. Et le club, il est à l'école supérieure de gestion et d'économie numérique. Et tu fais partie du club. Voilà. Et vous avez le droit finalement d'avoir des adhérents de d'autres... Ah, ça c'est intéressant. D'autres écoles, oui. Voilà, de d'autres écoles. Très bien. Alors, présentez-nous un petit peu votre club avant de parler de l'événement. Moi et Zaki, on fait partie du club élite. C'est un club d'étudiants qui vise à créer un lien entre les étudiants et le monde professionnel. C'est un club qui s'adresse à une génération ambitieuse qui souhaite s'informer, se former et s'inspirer pour construire un meilleur avenir. Très bien. Et qui fait partie de l'école supérieure de gestion et d'économie numérique. Avec une ouverture pour les autres adhérents, voilà. N'est-ce pas? La preuve, Zakaria est là. Voilà. Alors Zakaria, c'est la première édition, ça va être une compétition d'innovation, c'est ça? Voilà. Alors parle-nous un petit peu de cette première édition. Alors, la première édition de BrainLink, c'est une compétition, vous avez expliqué juste avant, en partenariat avec une entreprise. Cette entreprise va proposer une problématique
que les étudiants qui vont participer à cette compétition vont devoir trouver des solutions justement à ces problématiques. Ouais, c'est intéressant parce que, comme je dis à chaque fois, les événements que vous organisez préparent justement les étudiants au monde professionnel, n'est-ce pas? Parce que là, ce sont des problématiques réelles que l'entreprise propose, n'est-ce pas? Proposer, oui. Cette compétition porte le nom de BrainLink. Ça veut dire connexion des esprits. C'est une compétition intellectuelle qui est organisée par notre école, l'école de gestion et d'économie numérique, en partenariat avec une entreprise expérimentée. Alors, qui sont les étudiants ou les jeunes qui peuvent participer à votre événement? Bon, déjà, c'est une compétition qui se passera en 2 phases. On va d'abord commencer par la formation de 10 groupes. D'ailleurs, Les inscriptions sont ouvertes? oui, vous pouvez s'inscrire sur notre formulaire qui est déjà partagé sur notre page Instagram Elite ESG. Donc on va créer des groupes de 10 étudiants, de 5 pardon. On va créer 10 groupes. De 5. Voilà, de 5. Il y aura des étudiants de nos écoles, du pôle universitaire de Coléa, et ainsi que de l'école nationale polytechnique d'Alger. D'accord, donc ça va être entre le pôle et Polytech. Voilà. C'est ça. D'accord. Alors, donc c'est une première phase. Alors, c'est une présélection pour ces 10 groupes? Exactement. Il y aura, donc, on va former des groupes pardon, de 5 étudiants. La première problématique réelle qui est proposée par l'entreprise, qu'on peut dire qu'elle est simple, ils vont essayer de la résoudre en ligne. Ensuite, à la fin de cette phase, il y aura une présélection. Les 5 meilleurs groupes seront retenus pour la deuxième phase. La deuxième phase. La deuxième phase qui se passera en présentiel. Alors, deuxième phase, Zakaria, en présentiel. Ça va se passer comment? Déjà, la présélection, elle va se baser sur quoi? C'est Il y a un jury, certainement? Oui, c'est un jury qui est composé déjà de membres de l'entreprise, ainsi que 2 professeurs à l'école supérieure de gestion et d'économie numérique. On va retenir les 5 meilleurs groupes. Après, il va y avoir une phase de formation que l'entreprise va proposer en marketing, en finance et en ressources humaines pour préparer ces groupes à la phase finale justement. Et la deuxième problématique qui sera proposée aux 5 meilleurs groupes, elle va être résolue et présentée devant ce jury au siège de l'entreprise. Ils auront combien de temps pour résoudre cette problématique? La deuxième problématique, c'est 3 jours. 3 jours, donc 3 jours présentiels, ils vont être sur place, coachés, comme d'habitude. Hein? Bien sûr, ils vont être formés, ils vont être préparés à mieux faire passer leurs idées. Alors là, les formations, les ateliers vont tourner autour de quelle thématique? Finance, marketing et ressources humaines, pour aider les étudiants à mieux structurer leurs idées et à les présenter avec plus d'assurance. Bien sûr qu'on ne va pas donner la problématique, hein. C'est clair qu'on ne va pas la donner, mais ça va tourner autour de quel domaine particulièrement? Commerce, ingénieur, je pense. Elle le dit avec beaucoup de pincettes, hein. On n'a pas envie de dévoiler plus, hein, n'est-ce pas? Mais ça reste toujours dans le domaine de la gestion, d'une manière générale. C'est ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'il va y avoir des thématiques d'ateliers qui vont tourner autour de la gestion. Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu ce choix-là. Cette formation, oui. D'accord, alors 3 jours de réflexion, 3 jours de coaching, et à l'issue de ces 3 jours, il va y avoir une présentation, c'est ça? Voilà. Et on va sélectionner combien de groupes qui vont? Un seul gagnant. Il va y avoir un seul gagnant, mais tous les participants auront des cadeaux, vont profiter de ces formations, de ce coaching. Il va y avoir des opportunités de stage pour les participants. Ça, c'est très intéressant pour les étudiants, oui. N'est-ce pas? La quête de stage est toujours un parcours du combattant pour les étudiants, n'est-ce pas? Alors, donc, la récompense, généralement, ce sera en plus des stages, qu'est-ce que ça peut être? Ça, on ne peut pas dévoiler pour l'instant, mais... Ah, vous voulez rien dire? Il y aura des cadeaux très intéressants. C'est tout? Oui. C'est tout. Rétention d'informations de bon matin, c'est tout. Hein? Mais il faut le dire, au moins, on va intéresser les gens qui nous regardent. Hein? Peut-être des ordinateurs, des tablettes et surtout des opportunités de stage. Voilà, c'est surtout les opportunités qui intéressent le plus effectivement les étudiants. Alors, est-ce qu'il y a
des prérequis particuliers que vous demandez ou n'importe quel étudiant peut postuler? C'est-à-dire, est-ce que N'importe quel étudiant peut de postuler. n'importe quel niveau, Voilà. de n'importe quel Oui, niveau, il peut postuler. Oui. C'est la première édition, Oui. n'est-ce pas? Quelles sont vos attentes un petit peu de cette première édition? Ben, on n'a pas forcément d'attente, on a un but, on a un objectif, c'est de rapprocher les étudiants du monde professionnel à travers ces problématiques, à travers le travail en groupe, à travers le fait d'exposer ces idées, des idées qui sont nouvelles parce que les problématiques, elles sont d'actualité. C'est pour ça qu'on a choisi de les étudiants du pôle de Cléa et les étudiants de l'École nationale polytechnique d'Alger. Parce que c'est des sujets un peu techniques, justement. Oui. Donc voilà, c'est ça. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire vivre en immersion une expérience plutôt professionnelle. Comme je l'ai déjà dit, c'est de créer des liens entre les étudiants et le monde professionnel. Et parlez-nous un petit peu de vous, les organisateurs. Alors on parle beaucoup des participants, mais on parle très peu des organisateurs. Vous vivez comment l'expérience? C'est important aussi, hein. L'organisation, parfois, ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'audace, beaucoup de patience, n'est-ce pas? Oui, c'est clair. Alors parlez-nous un petit peu de votre expérience, vous, en tant qu'organisateur. Rappelons que vous êtes aussi étudiant. Hein. Oui, en tant qu'organisateur, sur cet événement particulier, ça se passe plutôt bien, mieux que prévu, parce que l'entreprise partenaire, elle aide beaucoup. Elle nous aide à structurer, à fixer les dates, à fixer pratiquement tout. Donc, alhamdoulilah, ça se passe très bien. Ça nous rapproche, nous aussi, du monde professionnel. Certainement. Certainement. Alors vous, c'est une expérience à part entière que vous vivez, donc l'organisation, la coordination, la négociation, n'est-ce pas? Oui, mais ça? oui, c'est une très bonne expérience. Mais comme je me répète, l'entreprise partenaire, elle aide beaucoup. La communication se passe très bien. L'école, elle nous aide beaucoup. Et voilà. Très bien. Alors, vous nous rappelez les dates de cette première édition? Le 7 février. Le 7 février, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Ah, il faut faire vite hein, pour ceux qui veulent participer. Mais sinon, Mariam et Zakaria, ça c'est vrai que c'est la première édition de cet événement. Mais on sait très bien que vous faites beaucoup d'autres événements tout au long de l'année. Probablement une petite rétrospective de ce que vous avez fait cette année. Nous avons d'ailleurs quelques images que nous allons voir dans un petit moment. Okay, on a déjà fait le Pink Hope, qui est un événement qui a été organisé dans le cadre d'Octobre Rose, dédié à la lutte contre le cancer du sein. On a fait aussi le World Summit. Oui, le World Summit, ça s'est passé l'année passée. Ça va faire presque un an déjà. C'est un événement qui porte vers l'échange culturel, l'ouverture d'esprit, le dialogue. Qu'est-ce qu'on voit ici? Est-ce que vous pouvez commenter les photos qu'on voit ici? Là, c'est une sortie apparemment. Non, c'est le Pink Hope. C'est le Pink Hope. Ah, d'accord. C'est le Pink Hope. C'est des activités sportives. Ça s'est passé où? Au centre équestre des Grands Vents. D'accord, oui. D'accord, très bien. Voilà, on peut les voir ici, les images. Donc, on voit que c'est une participation d'hommes et de femmes. Hein. Oui. Donc, la sensibilisation, elle se fait sur tous les niveaux. C'est ça? Exactement. D'autres événements aussi? Eco Corner, c'est un événement qu'on organise presque chaque 15 jours. On organise des activités et des jeux en anglais. Tout se passe en anglais c'est bien. Oui, pour aider les étudiants à pratiquer la langue. Voilà, donc c'est vraiment une occasion pour pratiquer, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de pratiquer dans le quotidien. Ça se passe comment, ce jeu? On fait des jeux de société, des jeux entre nous. Oui. Ah, c'est une évasion finalement. Oui, les étudiants se présentent aussi. On fait plusieurs choses, mais en anglais. Tout se fait en anglais. Voilà. Et s'il y a quelqu'un qui se trompe, il parle en français? C'est pas grave, on va l'aider. Alors, je vais vous parler d'une anecdote, ça vous donnera probablement une idée dans vos prochaines... Quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, j'étais dans un institut. On nous disait à chaque fois, si jamais on se trompe et on dit un mot avec une autre langue, n'importe quelle autre langue, on mettait à l'époque 1 dinar ou 5 dinars dans un bocal. Là, il faut mettre 1000 dinars. Ouais, bon. Mais on se trempait tellement, on était petits, on se trempait tellement que le bocal se remplissait très très vite. Et donc à la fin du mois, avec cet argent, ils nous faisaient des collations. Ils faisaient des collations, donc là où ça nous permettait encore de pratiquer. Alors pensez-y.
Voilà, pour le trésor Merci pour du le- club. Voilà, pour le tuyau. Et donc, si je reviens donc à l'événement que vous avez fait pour la sensibilisation au cancer du sein, donc on a vu de très très belles images et un engouement, donc il y a eu beaucoup de monde. C'est toujours au profit des étudiants, c'est toujours avec les étudiants que vous le faites. Voilà, on est en train de voir quelques images. C'est toujours avec des étudiants ou c'est vraiment ouvert? Parce que là, on voit. Non, c'est vraiment ouvert et c'était justement un événement qu'on avait fait en partenariat avec l'association Piété et Bienfaisance. D'accord. D'ailleurs, je crois que vous êtes venu en Oui, parler. avec Monsieur Fauzi. Voilà, vous êtes venu en parler. Oui. Voilà, maintenant je me rappelle aussi, elle me disait ce matin, je suis déjà passée. Et là, ça représente quoi? La photo qu'on vient de voir, si on peut juste revenir, je crois que c'était un panel ou une conférence, on va revoir l'image, la photo. Donc des panels, des conférences, d'autres formations que vous faites. Oui, c'est l'autre événement justement, c'est le World Summit. Mhm. J'ai dit que c'était un événement qui porte vers l'échange culturel et tout ça. Donc il y avait plusieurs intervenants, plusieurs speakers qui venaient pour témoigner, pour partager leurs expériences à l'étranger. Des speakers qui viennent de quel domaine généralement? De divers domaines. Il n'y a pas vraiment un domaine spécial, c'est juste... Des professionnels. Voilà, c'est des professionnels qui viennent d'un peu partout dans le monde. D'accord, des professionnels, chacun son domaine. C'est quoi le but finalement? De partager des expériences, de donner des ondes positives? Voilà, de partager des expériences, d'ouvrir l'esprit des étudiants vers les opportunités à l'étranger, de partager leur savoir, ces experts. Et voilà. Voilà, donc c'est un échange entre étudiants et professionnels qui viennent d'un peu partout dans le monde, c'est ça. Voilà. Et ça se fait sur quelle fréquence? C'est une fois par an en général. Une fois par an. On l'a fait l'année dernière et cette année, Inch'Allah, on va le refaire. Souhaite-le. Voilà, bien sûr, du moment que c'est un événement qui draine beaucoup de monde, pourquoi ne pas faire profiter un maximum d'étudiants? C'est ça. D'autres événements en vue, d'autres projets en vue, on sait que vous vous arrêtez pas, vous les étudiants. Ben justement, on prépare la deuxième édition du World Summit. Ça va être en avril, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc Voilà. février, ce sera l'édition de la compétition d'innovation. Oui. Avril, Le World Summit. le World Summit. Et après, Et après, on verra. on verra. On verra. Vous allez me dire, c'est déjà deux gros événements, hein, Voilà. n'est-ce pas? Deux gros événements. Mais sinon, vous vous organisez comment au sein du club? Au sein du club, on est organisé en département. Une vraie entreprise, quoi. Voilà, c'est comme une entreprise. On est organisé en département et pour l'organisation des événements, c'est des chefs de projet à chaque fois, des chefs d'événements qui organisent les équipes comme il se doit pour que ça se passe bien, pour que ça avance. Ah, voilà, c'est tout. Ah, très bien, donc on vous félicite pour tout le travail que vous faites. On rappelle que les inscriptions c'est jusqu'à demain pour ceux qui veulent donc participer à votre événement. Et rendez-vous pris, vous avez dit, pour le 7 février? Voilà. Pour le 7 février, Inch'Allah, donc pour les présentations finales, c'est ça? Non, pour Pour la deuxième phase. la première phase. Ah, le 7 pour la première phase. La première. D'accord. Et la deuxième phase? Le 14 février. Le 14 février. Donc ça va se faire durant la semaine. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, on vous souhaite une très très belle continuation. Naïm Zakaria, merci beaucoup. d'être venu ce matin. Bravo encore une fois pour tout le beau Merci à travail que vous faites sur terrain. Voilà. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté du Palais de la Culture pour découvrir ou redécouvrir une très très belle exposition qui nous fait rappeler notre attachement donc à la nature. C'est une exposition qui est visible jusqu'au 31 de ce mois. Donc une exposition de Hizia Driassa. D'ailleurs, c'est la fille du défunt Driassa, donc l'un des grands piliers de la musique classique algérienne. C'est un reportage donc de Nawal Benjilali. On se retrouve juste après. يا ملاح في رايس بناتك سكنت تحت الحود ناري مقدية وقلبي سافر مع الضامر حيزية. L'étreinte de la terre, Hizia Driassa Kadri, est le chant pictural de la nature. Et si la nature nous parlait, non pas par le vent ou par le chant des oiseaux, mais par la vibration de la couleur et le langage silencieux des formes. C'est l'invitation que nous lance l'artiste peintre et plasticienne Hizia
avec son exposition La nature, notre mère, présentée au Palais de la Culture d'Alger. يا حفار القبور سايس ريم القور ما تطيحش الصخور على حيزية. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une chance inouïe de vivre sur Terre et d'avoir la nature qui nous entoure nuit et jour. Mais en fait, on délaisse beaucoup ce côté et on n'en prend pas soin. Donc c'est pour cette raison que j'ai fait toute cette toile, j'ai dédié ça pour la nature. C'est un message pour dire qu'il faut en prendre soin, il faut faire attention, il faut planter des arbres, des arbustes, des roses. La nature ici est abordée comme une relation intime, source d'inspiration. L'artiste propose un travail où la peinture et la plastique se conjuguent pour interroger la beauté fragile, invitant ainsi le public à contempler, à travers le prisme de l'art, la nécessité vitale de préserver ce lieu qui nous unit au monde, la nature. J'ai pris quelques cours juste pour manipuler le couteau et savoir. Et après, je me suis lancée avec une manière, je sais pas, c'était mes sentiments. Et je prenais la toile, je prenais le couteau, la pâte et je commençais. Et puis, je fais jamais de croquis. Donc, c'est ce que je ressens. Et surtout, c'est l'état de ce moment-là, comment il est. Des fois, je suis apaisée, des fois, je suis stressée, et ça dépend comment que ça sort. Ça dépend. Et c'est une spécialité très... pour moi, elle est magnifique. Elle est magnifique parce qu'on ne sait jamais comment on va, par rapport à moi, comment le tableau va sortir, comment je vais finaliser le tableau. De la palette du père est née l'inspiration de la fille, même héritage artistique vibrant sur 2 générations. Une même passion, 2 voix, une chantée et l'autre peinte. Mon inspiration vient de Baba Allah yarhamou Saleh. J'ai vécu toute ma vie en le voyant, surtout quand j'étais très jeune, en le voyant pencher sur ses œuvres, sur ses toiles, toute la nuit, des fois toute une journée, des mois. Des fois, il y a des tableaux qui prennent une année parce que c'est des miniatures. Et je le voyais avec tant de patience, tant d'amour et de précision avec une loupe et tout. Et ça m'a toujours marqué. Et je pense que ça a toujours coulé dans mes veines, sauf que je l'ai découvert un peu plus tard. Ça, c'est l'arbre du Ténéré. Il est en Afrique. En fait, c'est un arbre qui vit seul, dans un rayon de 20 km. Il n'y a aucun autre arbre qui lui ressemble. Et la spécificité de cet arbre, c'est qu'il a des racines très, 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 très fortes et très longues. Donc, c'est les racines les plus longues par rapport aux arbres. Et il part chercher sa vie avec une force incroyable. C'est-à-dire avec tout ce qu'il n'a pas. En fait, il est en plein désert, il n'a rien. Il y a du soleil, il y a de la chaleur, il n'y a pas d'eau, c'est incroyable. Mais il résiste, il est là, il résiste. Et parfois, il y a des gens qui s'abritent du soleil. Et le rapport, c'est la même chose que Baba Allah yarhamou Saleh. Et je me vois aussi dans cet arbre, c'est-à-dire dans les moments les plus difficiles, j'essaye de me tenir, d'être debout, de sourire, qui m'a Baba Allah yarhamou Saleh, la même chose. Le geste de Hizia est un rappel que la nature n'est pas un décor. Elle est notre génétrice. À travers la nature, notre mère, chaque toile fut un miroir tendu à notre humanité. Un miroir qui reflète à la fois la splendeur et la vulnérabilité de notre maison commune. L'artiste pose ses pinceaux et à nous maintenant de prendre le relais. Car protéger cette mère, ce n'est pas une option d'écologiste, c'est le devoir premier de tout enfant reconnaissant. La beauté a parlé, à nous d'agir. Et voilà, très très belle exposition, encore une fois, visible du côté du Palais de la Culture jusqu'au 31 de ce mois. Donc une exposition intitulée
la nature, notre mère. Donc encore une fois, c'est Hizia Driassa, qui est l'artiste peintre qui a exposé. Et je rappelle que c'est la fille au défunt Driassa. Donc comme je vous le disais, l'un des plus grands piliers de la musique classique algérienne. Restant toujours dans le domaine de la culture, dans le domaine de la poésie, une caravane justement a eu lieu dernièrement, intitulée ou sous le thème donc poète des deux rives, qui consolide encore une fois les relations algéro-italiennes. Nous en parlons ce matin en compagnie de nos invités, à savoir Madame Antonia Grande. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice de l'Institut culturel italien. Oui. Et parmi nous également une poétesse, une traductrice aussi. Donc il s'agit de Lamis Saïdi. Bonjour, marhaba bik. Bonjour Isselmek, merci de me recevoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors je disais une caravane, alors on a une expression en arabe dialectal qui dit Hadja Farja. Par contre, je ne saurais pas la traduire. Alors, on dira que c'est joindre l'utile à l'agréable. Voilà, Voilà. tout à fait. Donc, c'est une caravane où on joint plutôt l'utile à l'agréable, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'était un beau voyage. Très beau voyage. Alors, parlez-nous un petit peu de cette caravane donc, qui a été organisée conjointement par l'Institut italien et l'Agence du rayonnement culturel, donc l'ARC, n'est-ce pas? Oui. Alors, parlez-nous un petit peu des objectifs de cette caravane. Une très, très importante collaboration. On avait signé un accord cadre de collaboration avec l'Agence algérienne de rayonnement culturel il y a plus de 2 ans. Et donc, dans le cadre de cet accord, on a pu réaliser plusieurs activités culturelles avec l'Agence algérienne. Et donc, ça, c'était un peu la conclusion de ce parcours aussi intéressant qui a prévu différentes activités comme résidence d'artistes, musique, art visuel, littérature. Et donc la poésie, vraiment pour terminer en beauté ces parcours de collaboration si fructueuse avec l'Agence algérienne de rayonnement culturel. Et donc pourquoi la caravane, c'est-à-dire pourquoi réaliser des activités aussi en dehors d'Alger? C'est un but important de l'ambassade d'Italie en Algérie et aussi de l'Institut culturel italien d'Alger de faire connaître la culture italienne en collaboration avec les amis algériens aussi en dehors de la capitale. Et voilà, donc une ville très belle, très riche d'histoire, Tlemcen, et aussi Sidi Bel Abbès, pour donc amener la poésie italienne et la poésie algérienne dans l'Ouest algérien. Voilà, dans l'Ouest algérien, sachant que Sidi Bel Abbès, c'est aussi, on va dire, une ville qui est très connue par l'art, par la poésie, mais par le théâtre aussi. Alors justement, Lamis, poétesse traductrice, comment vous avez vécu cette expérience? Très bien, très bien. On a fait un beau et un long voyage par route, donc on a fait un peu plus de 500 km aller-retour. Donc c'était très agréable, c'était une occasion pour nous et même pour les poètes italiens pour découvrir l'Algérie, enfin la beauté de ce pays déjà, et aussi la générosité des gens, parce qu'on a été très bien accueillis, que ce soit à Tlemcen, que ce soit à Sidi Bel Abbès. Donc il y a eu cet accueil chaleureux, un accueil chaleureux d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue artistique et poétique, parce qu'on a eu le plaisir de rencontrer quand même disons les activistes culturels et artistiques dans les différentes villes qui sont venus assister aux lectures croisées qu'on a animées en arabe et en italien. Donc c'était très bien, on a eu aussi l'occasion de découvrir aussi les poètes italiens, leur poésie. Moi personnellement je ne connaissais pas la poésie de Flaminia et de Emilio, les deux poètes italiens qui étaient avec nous. Donc ça a été une très belle occasion pour découvrir leur approche esthétique, leurs univers poétiques. Donc ça c'était très bien. Et aussi il y a eu ce contact encore une fois avec le public algérien qui est à chaque fois qui est surprenant. Que ce soit à Tlemcen, que ce soit à Sidi Bel Abbès, effectivement de villes avec un patrimoine, une histoire culturelle, artistique très riche et très ancienne. Et donc avec un public qui a une sensibilité poétique, une très grande sensibilité poétique et qui était très attentif et très réceptif à nos univers poétiques qui étaient présentés en arabe et en italien. Voilà, justement, nous sommes en train de voir quelques photos défilées de cet événement. Alors, ce qui était intéressant justement, c'est de faire découvrir encore une fois tous ces poètes italiens qui ont été traduits à l'arabe et vice-versa, donc des poètes algériens traduits à l'italien. Alors justement, ça montre encore une fois cette relation, non seulement historique, mais aussi culturelle, entre l'Algérie et l'Italie, n'est-ce pas? Oui.
les liens sont très forts, tout le monde le sait. Donc, mais il y a, comme les deux pays ont des patrimoines très très riches, donc il y a toujours de la matière pour faire des échanges. Voilà. Et donc, c'était, comme l'ami a dit, c'était l'occasion aussi pour faire connaître les poètes et pour établir des liens entre les poètes italiens et les poètes algériens. Et justement, ce lien, comment il s'est fait, comment il s'est concrétisé, d'autant plus que c'est vrai que la langue italienne n'est pas très pratiquée en Algérie, pourtant elle est très prisée de par j'ai envie de dire, la mélodie. Hein. Donc quand c'est l'italien, on sait que c'est très poétique, que c'est très dynamique, que c'est très mélodique. Voilà. Ouais. Bah, voilà, ça c'est un autre but aussi de l'ambassade et de l'Institut culturel italien d'Alger, c'est de promouvoir non seulement la langue, la culture, mais aussi la langue. Et entre parenthèses, je peux vous dire que, à mon avis, ça c'est la conséquence du développement des relations bilatérales qui a augmenté de plus en plus dans les dernières années. On voit aussi au niveau de l'Institut l'augmentation des étudiants de langue. On peut dire qu'en 5 ans, on a vu une augmentation du 25-30% des étudiants algériens de langue italienne. Voilà. Donc, c'est important, hein? Oui. Donc, les formats de cette initiative, et on l'a établi avec les collègues de l'ARC, et donc on a choisi les formats de poètes algériens, de poètes italiens, et donc nous on a fait appel aussi au festival, c'est l'occasion pour les faire connaître aux amis algériens, on a fait appel au festival de poésie de Gênes, qui est un festival un des plus importants en Italie et aussi très connu à l'étranger. Son directeur est très connu dans les milieux poétiques, et donc on a fait appel à ce festival et aussi à d'autres connexions qu'on a à l'Italie pour choisir des poètes qui pouvaient établir des liens. Notamment, c'était l'aspect primordial, c'était le fait qu'il soit traduit en arabe. Oui. Pour faire de beaux échanges de lecture. Et en plus, la poésie, c'est un thème très important et très difficile à traduire. Donc, c'est pour cela qu'on a choisi des poètes qui étaient déjà traduits en langue arabe, pour pouvoir faire les échanges de lecture, les lectures croisées entre arabe et italien. Alors là, justement, vous me tendez la perche, Madame Antonia, pour la mise. C'est vrai que la traduction, déjà, c'est une grande responsabilité, mais traduire un poème, c'est doublement, n'est-ce pas? Parce qu'il faut garder la rime, il faut essayer de garder le sens même du poème, parce que le poème, c'est d'abord de l'émotion, n'est-ce pas? Oui, traduire la poésie, c'est toujours un défi. Hein. Déjà, la traduction en général, notamment la traduction littéraire, c'est un domaine de création, c'est réécrire. Enfin, traduire un texte littéraire, c'est le réécrire en fait. Mais traduire un poème, c'est encore plus compliqué parce que justement, un poème n'a pas un seul sens. Un poème, il a une force génératrice du sens. Donc, il faudrait, en traduisant un poème d'une langue à une autre, vers une autre, il faudrait préserver quand même cette force génératrice du sens. Et donc, il faudrait préserver le style, il faudrait préserver le rythme, mais aussi, il faudrait le rendre aussi accessible au lectorat cible. C'est-à-dire, il faudrait le rendre agréable à lire, à écouter dans la langue cible. Parce que parfois, comme je le dis toujours, la traduction est un test pour le poème. Est-ce qu'il peut passer d'une rive à l'autre sans se casser la gueule? Oui, parce que certains poèmes ne peuvent pas le faire. Parce qu'en passant d'une approche esthétique, une approche linguistique à une autre, parfois ça peut être très compliqué. Donc c'est tout le défi de la traduction et c'est tout le défi du choix des poèmes à traduire. Parce que voilà, quand on choisit des poèmes à traduire, il faudrait les choisir en fonction de ces paramètres-là et pour rendre justement, encore une fois, ces poèmes accessibles dans une autre culture. Donc voilà, c'est pour cela c'est toujours difficile de traduire un poème et je dis toujours que vaut mieux que ce soit un poète qui fasse le travail de traduction parce qu'il connaît toutes ces problématiques-là, parce qu'il écrit de la poésie, donc il connaît un petit peu l'usine de la fabrication du poème et donc il connaît un petit peu cette recette intérieure et il est conscient de tous les défis et de tous les pièges qu'il faut éviter en traduisant un poème. Donc,
Voilà. Effectivement. Et c'est ce qui permet d'ailleurs au poème de voyager. Voilà, C'est la traduction finalement qui permet. c'est très important. On l'a vu en lisant les traductions, parce que ce qu'on a fait, c'est que les poètes algériens lisaient leurs poèmes en arabe, et en même temps ils lisaient les traductions des poèmes italiens en arabe, et les poètes italiens faisaient pareil. Donc les poètes italiens lisaient leur poésie en italien, et ils lisaient notre traduction. Et là, c'est vrai qu'on était dans une rencontre harmonieuse d'univers qui était vraiment magnifique et très séduisante, je dirais. Parce que là, on découvre vraiment qu'il n'y a pas de frontières. Grâce à la traduction, à un certain moment, je crois que même le public ne savait pas si, par exemple, Emilio lisait son poème ou bien la traduction du poème de Khaled, ou si Flaminia lisait son poème ou bien la traduction de mon poème, ou si moi je lisais mon poème ou la traduction du poème de Flaminia. C'est justement la question que j'allais poser par rapport... En lisant les traductions, on a l'impression qu'on baigne dans les mêmes univers. Donc ça, c'était quand même incroyable. C'est justement la question que je voulais poser par rapport aux personnes qui étaient là, par rapport au public présent. Lui, comment il a senti, comment il a perçu toute cette poésie, parce qu'on sait très bien que le public je veux dire, qui s'intéresse à la poésie, ça reste quand même un public très exigeant, n'est-ce pas? Alors justement, quelle a été sa réaction, quel a été son feedback par rapport à cet événement? On a vu que les publics, on ne s'attendait pas à un retour aussi important de public. On a vu, parce que la dernière étape était sur Alger, ça il faut le mentionner. On a fait 3 étapes, donc aussi ne pas s'oublier de la capitale. Donc on a fait la 3e lecture, la 3e rencontre d'Ar Abdelatif, qui est le siège de l'Arc aussi. Et donc, et un magnifique siège aussi. Oui. Bon, c'est un magnifique, qui fait justement du patrimoine. Qui s'y prête pour la poésie d'ailleurs. Voilà, très inspirant. Voilà. Sous la pluie, c'était voilà, poétique. Et justement, comme la Miss a mentionné, et disons que aussi les conditions météorologiques n'étaient pas favorables, disons comme ça. Mais au contraire, le public s'est déplacé, il est venu nous écouter, nous voir, échanger. Ils ont bien écouté, ils étaient présents, ils ont posé beaucoup de questions à la fin aux poètes algériens, aux poètes italiens. Donc on a vu que les publics algériens s'intéressent aussi à la poésie. Et si je peux les mentionner, c'est même par rapport au public algérien, moi j'ai fait une découverte, voilà, qu'il y a beaucoup d'intérêt pour la poésie. Et ça nous a vraiment donné aussi de l'enthousiasme pour continuer sur ce chemin. Voilà, donc continuer probablement d'autres éditions au futur, d'autres éditions de ce genre de caravane, probablement d'autres îles, d'autres wilayas à découvrir. Alors, d'abord, non, on a déjà travaillé avec la Miss, et je me réjouis de cette collaboration pour vous dire que, non, on essaye de promouvoir, l'Institut culturel italien d'Alger essaye de promouvoir tous les domaines de la culture en général. Donc, vraiment, on passe de la cuisine, du design jusqu'à la littérature et la poésie pour toucher un peu tous les domaines. Et donc, on a fait d'autres activités sur la poésie, et l'enthousiasme et l'intérêt du public, des institutions, des journalistes aussi, parce qu'on a eu une couverture surprenante sur la presse écrite, mais aussi les journalistes se sont déplacés justement sous la pluie pour venir nous faire des questions. Donc, tous ces retours, ça nous montre qu'on doit continuer sur ce chemin, organiser d'autres activités sur le thème de la poésie, en collaboration avec l'ARC, qui a justement le bureau du livre, donc qui chapeaute un peu toutes les activités poésie, littérature, etc. Et voilà. Et la fructueuse collaboration avec l'ARC, ça nous donne encore de l'énergie, de l'élan pour continuer dans le même format, c'est-à-dire une convention cadre, et justement on va signer une autre. On a besoin de faire toute la démarche administrative, soit l'ARC au niveau du ministère de la Culture, soit nous au niveau de l'ambassade et du ministère des Affaires étrangères. Mais c'est bien de faire un accord cadre, établir un peu, esquisser un peu les cadres généraux, et après entamer des projets plus spécifiques. Donc c'est un peu ça dans l'air, parce qu'on doit continuer sur ce chemin.
Avec promouvoir la l'agence. culture, à promouvoir la culture, effectivement. Alors, la Miss, on ne peut que se réjouir, hein, qu'il y ait tout un travail qui se fait autour de la littérature, de la poésie, de la traduction. Du moment que c'est votre domaine. Bah oui, domaine et je reviens juste sur la réaction du public. Du public. Non, mais comme l'a dit Antonia, c'était vraiment impressionnant. On était agréablement surpris. Déjà à Alger, c'est vrai que sous la pluie, les gens se sont déplacés. Donc ça, c'était super parce qu'on avait peur que les gens aient la flemme de se déplacer pour écouter de la poésie. Que ce soit à Sidi Bel Abbès ou à Tlemcen, vraiment, ce qui était vraiment très beau, c'est que les gens sont restés attentifs, comme s'ils assistaient à une pièce de théâtre ou bien à un spectacle musical. C'est un peu le cas. Hein. Oui, c'est un peu justement. le cas. Hein. En fait, on se rend compte que les gens aiment la poésie. Il faudrait juste savoir comment la présenter, comment la lire, comment présenter un cadre agréable pour le public, pour qu'il ne s'en lasse pas. Mais vraiment, les gens, ils sont restés attentifs, alors que, j'imagine, ils ont même apprécié, même s'ils ne comprenaient pas l'italien, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui pouvaient comprendre l'italien, mais ils étaient très attentifs et ils appréciaient ces moments de déclamation dans une langue étrangère. Ils attendaient aussi avec impatience aussi d'écouter la traduction pour découvrir, enfin pour comprendre. Et donc là, on voit vraiment que les gens, ils aiment la poésie, ils ont besoin de ces moments de connexion avec les poètes, de connexion avec la poésie, de connexion avec eux-mêmes et de déconnexion du rythme du monde extérieur qui va trop vite. Donc oui, moi, on a été vraiment très heureux et bien sûr, on est content de voir que ce genre d'activité soit possible aujourd'hui et on encourage d'autres initiatives, notamment avec l'Institut culturel italien, qui effectivement montre un intérêt magnifique pour la culture algérienne, pour la littérature algérienne en particulier, et notamment la littérature algérienne écrite en arabe. Donc ça, c'est très bien. Ah, d'autres raisons, encore une fois, pour continuer ce chemin de promotion de culture. Alors, justement, Madame Antonia Grandet, vous me disiez que l'objectif, justement, de l'Institut italien, c'est de promouvoir un petit peu la culture sur, j'ai envie de dire, 360 degrés. Hein. Donc, Voilà. vous passez d'un domaine à un autre, notamment le cinéma. N'est-ce pas? Alors le cinéma est l'un de ces liens, j'ai envie de dire, très rapprochants et très rapprochés entre l'Algérie et l'Italie, puisqu'il y a eu une initiative algéro-italienne juste après l'indépendance, d'ailleurs, qui met en valeur un épisode très important, plutôt charnière, dans l'histoire, j'ai envie de dire, de notre glorieuse révolution. Il s'agit de la bataille d'Alger. N'est-ce pas? Une production algéro-italienne qui a été d'ailleurs réalisée par Gillo Pontecorvo et qui est sortie en 1966. 2026, c'est déjà 60 ans, toute une vie de collaboration, toute une vie d'union entre l'Algérie et l'Italie. Et vous avez choisi justement de mettre en valeur, de revenir sur ce film, de rendre hommage finalement à toute l'équipe qui a travaillé sur cette belle production, n'est-ce pas? Oui, c'est un événement phare. Cette collaboration qu'il a eue entre l'Algérie et l'Italie à l'occasion de la production de ces films, c'est vraiment les symboles, hein, voilà, les symboles des relations, de la collaboration. Bon, tout le monde connaît l'histoire et bon. Et on rappelle que l'Italie était à côté de l'Algérie pendant la guerre d'indépendance. Donc voilà, et il y a eu aussi cet épisode de l'équipe de Casbah Film qui a voulu chercher en Italie un réalisateur pour réaliser ces films, comme vous l'avez dit, un épisode important de toute la guerre d'Algérie, voilà, d'indépendance. Et nous, on a voulu, je dis, au niveau de l'Institut, de l'ambassade, en collaboration avec les amis algériens au niveau de la Cinémathèque et aussi avec Casbah Film et les CAC. Donc, mettre en valeur, faire connaître le public et ces exemples de collaboration au niveau du cinéma entre l'Algérie et l'Italie. Et c'est des exemples phares qui peuvent être d'exemples pour les futurs et à d'autres collaborations, vu que cet été, un accord de collaboration sur la coproduction cinématographique a été signé. Donc la démarche n'est pas encore terminée, mais c'est important, encore là, un accord cadre pour soutenir les coproductions cinématographiques entre l'Algérie et l'Italie. Voilà, donc
on donne rendez-vous, mais je laisse la parole à vous. Peut-être c'est vous qui voulez rappeler les rendez-vous à la Cinémathèque. Alors la semaine, normalement, c'est le 24, 25, 26. Voilà. C'est ça? Le 24, 25, 26 Ouais. au niveau de la Cinémathèque. Voilà, C'est parfait, ça. parfait. Oui. Alors il va y avoir des rencontres, des conférences qui vont se faire en marge du film. Oui, et oui, c'est important aussi, encore là pour notre public, aussi pour les jeunes, il y aura des masterclass et après les projections au niveau de la Cinémathèque, aussi des belles photos, une exposition sur un peu la production du film, les acteurs, les comédiens, les parcours de réalisation du film, la bataille d'Alger. Et donc voilà, on donne rendez-vous à partir de demain à la Cinémathèque d'Alger. On va commencer bien sûr avec les films La bataille d'Alger, on va continuer et les 3 jours et avec les masterclass et les projections des films. Donc les films qui ont été produits dans les années ici importantes après donc l'indépendance algérienne. On va présenter Les mains libres aussi de Lorenzini, un autre exemple de la production, et 3 pistolets contre César, qui est un film on dit spaghetti western, nous en Italie, donc c'est un western aussi réalisé en Algérie, et enfin L'étranger. Voilà, L'étranger, un film de Luchino Visconti inspiré du roman d'Albert Camus. Albert Camus, voilà. L'étranger, vous avez parlé de masterclass. Alors, qui pourront donc participer au masterclass? Ils seront destinés à quel type de participants? La manifestation est ouverte au grand public, bien sûr, et ça va être, je pense, inspirante pour jeunes cinéastes, parce que moi, lors de mon activité ici en Algérie, dans les festivals de cinéma, j'ai beaucoup rencontré beaucoup de jeunes cinéastes ou des jeunes qui commencent à s'approcher au cinéma, qui ont envie de faire de réaliser leurs films, documentaires, vidéos, courts-métrages, longs-métrages. Donc, bien sûr, les jeunes cinéastes, les cinéphiles, et les publics génériques, tous ceux qui s'intéressent au cinéma. Nous, on les voit aussi au niveau de l'Institut. Il y a un public cinéphile très vaste. Donc, on les invite tous à la Cinémathèque d'Alger. Voilà, justement, nous sommes en train de voir un extrait du film La bataille d'Alger, un extrait très très émouvant de ce film-là, un extrait qui nous a tous marqués, hein, quelque part très très émouvant. On le vit toujours avec la même émotion, hein, n'est-ce pas, Lénis? Le film, on le vit toujours avec la même émotion amère, avec la même amertume. C'est une référence cinématographique, esthétique, historique, émotionnelle, donc voilà. Très très belle collaboration, encore une fois, entre l'Algérie et l'Italie pour consolider les relations bilatérales, effectivement. Mais sinon, beaucoup d'autres événements se font au niveau de l'Institut, d'ailleurs, pour la promotion, encore une fois, de la culture, n'est-ce pas? Oui. Désormais, beaucoup de monde nous connaît et nous suit. Nous, on a vu lors des dernières années l'augmentation non seulement des étudiants au niveau des cours de langue, mais aussi le public en général qui de plus en plus nous suit. Je pourrais dire qu'on a gagné une certaine bonne réputation, voilà. Comme on a toujours essayé de promouvoir de la bonne qualité, on a toujours fait des projets qui aussi parlent. On veut faire la promotion de la culture italienne, mais toujours en dialogue avec l'Algérie. Même si on fait un concert, par exemple, on essaie toujours d'avoir la touche algérienne, de mettre en relation les musiciens italiens avec les musiciens algériens. Donc là aussi, quand on fait un choix, on essaye toujours de chercher des propositions qui puissent parler au public algérien, qui ont un lien, qui ont un lien avec la culture algérienne et avec les Algériens. Voilà, effectivement. Alors, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci pour tout ce que vous faites. Mais avant de se quitter, Madame Grandé, ça fait 6 ans que vous êtes avec nous, n'est-ce pas? Ça fait 6 ans que vous dirigez l'Institut italien à Alger. Et vous avez quelque chose à nous dire aujourd'hui? Oui, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Et oui. Même si, à la télé, le matin, les vendredis, on ne doit pas bouleverser notre public.
Mais oui, voilà, j'ai saisi cette occasion pour dire au revoir à tous les publics algériens qui m'a toujours soutenu, il m'a vraiment montré beaucoup d'amitié, beaucoup de respect, beaucoup de, vraiment de... Ils ont toujours été à côté de moi au niveau des institutions, notamment les ministères de la Culture, mais aussi les autres ministères avec lesquels on a travaillé, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'Éducation nationale, mais toutes les institutions algériennes, ils ont été toujours à côté de l'Institut pour soutenir, pour justement être présents non seulement à Alger, mais aussi dans toute l'Algérie. Et après, bon, les jeunes, les publics, voilà, les artistes algériens avec lesquels on a collaboré. Donc, un bilan très, très, très positif. Mais hélas, on est, personne n'est permanent. N'est permanente, donc il y a des règles à respecter. Déjà, on m'a donné beaucoup d'espace, de place, parce que 6 ans, c'est une période, pour les règles de notre ministère, c'est une période assez longue de permanence dans un pays étranger à travailler. Donc voilà, et c'est le temps de quitter, mais je sais qu'on va le voir, j'espère de revenir vous voir, même en vacances, même aussi en Italie, j'espère de pouvoir aussi faire quelque chose pour, de l'autre côté, voilà, de l'autre côté de la rive, voilà, faire quelque chose aussi pour la culture algérienne en Italie. La mission continuera, oui, même au-delà. Voilà. Oui, avec en tout cas, grand ça a été plaisir. un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés durant ces 6 ans. Bravo pour tout ce que vous avez fait. Félicitations pour tout ce que vous avez fait. On vous souhaite bon vent. On vous souhaite d'autres très très belles expériences, qu'elles soient culturelles mais aussi humaines, parce qu'avant tout, ce sont de belles expériences humaines, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Encore une fois, Madame Grindet, on espère vous voir très très vite. Donc pour d'autres collaborations, l'ami, ça a été un plaisir. On vous souhaite très très belle continuation. Merci, je vous remercie. À vous aussi. Voilà, donc on continue et cette fois-ci, ça va être pause musicale qu'on va vous proposer en compagnie du groupe Day, Ana Jazairi. On se retrouve juste après.
Anna Jazairi, c'était donc Groupe Day. Et à présent, nous allons aller du côté de Constantine en compagnie de Samira. Elle va nous faire découvrir un beau palais, n'est-ce pas Samira? Oui, bonjour. Bonjour, direct. Moi, je commence à parler. Oui, c'est normal. Oui. C'est normal. Nous sommes déjà dans le thème, nous sommes déjà dans le palais. Oui, oui. N'est-ce pas? Oui. Bon, Bonjour, avant d'entrer, on passe le jingle. Oui, bien sûr. Allez, ce sera juste après cela. Le point de départ. Voilà, et pourtant Samira adore son jingle. Oui. Elle l'a oublié aujourd'hui. Comment ça se fait? Ah, je sais pas. Le froid, la pluie. Oui, probablement. Il fait beau. Hein. Il fait beau. Bah oui. Il va faire beau. Ah, il fait beau. Eh, Le froid, il fait la très pluie beau. pour un mois de janvier. Baraka. Pour un mois de janvier. Mm. Pour un mois de janvier. Il fait encore plus froid à Constantine. Oui. Il neige probablement. Oui, probablement. Il neige, effectivement. Voilà. Probablement. Très belle région. Magnifique, très très grande histoire. L'un des territoires remplis de patrimoine incroyable. Et On dit même que c'est le berceau de la civilisation. Hein. bien sûr, bien sûr. Alors, d'abord Cirta, les Numides, et ensuite Constantine, parce que Constantin Ier, le Grand. On le sait parce qu'il y a quand on arrive à Constantine, près de la gare, il y a une grande statue qui est installée. Elle est magnifique. Elle est dédiée à... Alors comment il s'appelle? Il s'appelle Caius Flavius Constantin. Bravo, Voilà. Samira, qui arrive à prononcer, Oui, j'ai réussi. qui arrive à prononcer en Voilà. romain aujourd'hui. Et lui, sur la statue, il est marqué à Constantin le Grand qui releva de ses ruines Cirta, détruite par Maxence, il lui donna son nom en 313. C'est une cité qui a son histoire depuis la nuit des temps. Et c'est une cité qui est à visiter entièrement. Entièrement. C'est la ville des pans suspendus. Et il y a une étape super intéressante à faire, très belle à découvrir, c'est le palais de Ahmed Bey. On est en train de le découvrir. Exactement. Un bijou architectural, Samira. C'est un bijou artistique. Alors pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter ou de vous représenter le palais et pourquoi il est si précieux? Parce qu'il est l'un des derniers ensembles décoratifs. Il est considéré comme le dernier grand ensemble décoratif de l'époque ottomane dans le nord, dans tout le nord de l'Afrique. C'est un témoignage historique. C'est alors rare parce qu'il mélange aussi les styles différents. D'abord celui des Ottomans. Donc c'est un palais. C'est un palais qui a été construit entre 1826 et 1835. Qui a été, durant sa construction, Ahmed Bey, comment on va dire, a suivi les travaux de la construction de ce palais. Il est, comment on va dire, il n'existe pas un autre modèle comme ce palais. Donc on l'a dit, il fusionne entre le style mauresque traditionnel avec on va dire des touches, des influences baroques. On va donner sa superficie s'étend sur plus de 5600 mètres carrés. Il y a 121 chambres et il y a des 121 chambres, exactement. Il y a 247 colonnes en marbre. On sait que Ahmed Bey voulait aimer le luxe, mais aussi aimer s'ouvrir sur les autres cultures. Donc il ramenait aussi du marbre de Carrare, d'Italie. Et il ramenait, alors ce qui orne ce palais, c'est plus de 47 000 carreaux de faïence. Alors c'est des faïences qui viennent de Tunisie, le Kaline, je crois que ça s'appelle comme ça. On les distingue par rapport aux fleurs en fait qui existent, aux couleurs, au vert, jaune, bleu qui est utilisé. Il y a des faïences qui viennent d'Espagne, d'Italie. On les reconnaît parce qu'il y a des motifs avec des reliefs différents. Il y a des faïences qui ont été ramenées de Iznik, donc Iznik en Turquie. Mais pour moi, ce qui est
le plus magnifique dans ce palais, c'est certainement la fresque, la pièce maîtresse de ce palais, qui se trouve à l'étage supérieur. Ce qu'on voit, c'est la galerie supérieure, c'est la fresque commandée par Ahmed Bey. Alors cette fresque, elle raconte, magnifique. Oui, elle raconte le voyage, le pèlerinage de Ahmed Bey quand il avait 12 ans en fait. Bien sûr, il l'a fait peindre quand il était plus tard, mais ce qui est peint, c'est son périple à l'occasion d'un voyage. Il avait 12 ans, il est parti au pèlerinage, il est parti au lieu saint de la Mecque. Et son voyage a duré une année. Et durant ce voyage, il est passé par exemple, la Turquie, il est passé par plusieurs pays, il est passé par Jeddah, il est passé par Le Caire, Alexandrie. Et de ces voyages, il a visité les ports, il a distingué les bateaux, donc à l'époque c'était les frégates et les goélettes, les ports, il a parlé des batailles, il a aussi en fait décrit tous les paysages qu'il a vus, notamment ceux d'Istanbul, à l'époque c'était l'Empire ottoman, et tout ça est sur cette fresque. Ils sont dans ces galeries, dans ce qu'on voit en général, la fresque, sont dans les espaces ouverts, c'est-à-dire soit des galeries ou des endroits où ils peuvent être vus. Ils ne sont pas dans les chambres fermées à l'intérieur, voilà. Donc beaucoup de décorations, beaucoup de couleurs, mais en même temps, il y a un contraste incroyable, c'est que les faïences sont dans un certain style, les faïences. On a aussi des faïences de Hollande, de Delft. On a de l'art, on va dire, oriental, de l'art qui vient de l'Empire ottoman, et on a un art, cette fresque, qui est en fait presque de l'art naïf, qui a été faite. Alors, c'est des artistes locaux qui ont peint cette fresque, et en même temps des artistes. Je pense qu'il a dû faire appel à des artistes italiens. Enfin, il y a un mélange de styles, mais ça dénote complètement. Ça n'existe pas ailleurs. Quand on regarde dans les autres palais, par exemple d'Alger, il n'y a pas. Il n'y a pas ce genre de fresque, même ailleurs, ça n'existe pas. Voilà. Et c'est aussi pour montrer l'ouverture, on va dire, artistique, culturelle, de Ahmed Bey. Ahmed Bey, il est né à Constantine. Il est né dans la maison de Oumnoun, au cœur de Constantine. Le palais se trouve. Il n'est pas né dans ce palais. Ce palais, c'est lui qui l'a construit. Il l'a construit par la suite. Et il l'a construit sur son inspiration, sur ce qu'il voulait. Et c'est un personnage historique. C'est quelqu'un qui est très aimé. C'est quelqu'un qui s'est battu, qui s'est beaucoup battu au moment de l'arrivée de l'armée coloniale française. Voilà, donc il s'est beaucoup battu. Il y a eu deux grandes dates. En fait, il y a eu avant le siège de Constantine, et ensuite il s'est déplacé dans les Aurès pour continuer son combat contre l'armée coloniale française. On peut visiter sa tombe si on veut. Il est à Sidi Abdelrahman, le cimetière qui est en Basse-Casbah, à la Casbah d'Alger. Voilà. Et après, il y a les jardins. Le palais, moi, ce qui m'a le plus marqué dans le palais Samira, c'est le petit jardin. Le petit? Il y a deux grands jardins. Voilà, le petit jardin, voilà. Il y a le jardin des Orangers. Voir, en tout cas. Oui. Ce que j'ai pu voir, ça reste quand même un jardin impressionnant. Comme toutes les maisons traditionnelles, que ce soit ottomanes et même mais généralement, le jardin, il est à proximité du palais. Il n'est pas à l'intérieur du palais. C'est ça ce qui est un petit peu particulier. Oui, effectivement, les fontaines, les jardins sont à l'intérieur. Exactement. Il y en a à l'extérieur, mais je parlais de celui de l'intérieur, parce que l'extérieur, c'est un paysage que nous avons l'habitude de voir. Mais là, c'est très particulier au palais. Oui. Il y a le jardin des Orangers et il y a le jardin des Palmiers. Parce qu'à l'intérieur, il y a une fontaine, bien sûr. Il y a des fontaines, c'est construit comme ça. On va dire tout ce qui est noble, entre guillemets, voilà, tout ce qui est dignitaire, était au premier étage. D'ailleurs, même les faïences, plus on se rapproche des quartiers et des appartements du bey,
on a un raffinement, une différence, mais sinon toute la décoration de la maison est très belle. Il y a des arbres en plein milieu, c'est magnifique. Il y a même un cèdre du Liban qui a été planté par Napoléon III quand il est arrivé. Il y a ces colonnes qui sont faites. Alors il y a des colonnes qui viennent donc, du marbre de Carrare, donc ça a été fait à l'occasion de la construction du palais, mais il y a aussi des colonnes qu'il a récupérées, que Ahmed Bey a récupérées du site de Tidis, des ruines en fait qui sont tout autour à Constantine. Voilà, et beaucoup ont fait ça. Après, ce qui est triste, c'est que quand il y a eu la colonisation, quand il y a eu le siège de Constantine, ils se sont installés dans ce palais, l'armée coloniale française s'est installée, et puis il y a beaucoup de fresques qui ont été recouvertes de chaux. Donc, on va dire, elles ont été à la limite endommagées. Beaucoup endommagées. Il y a eu des opérations de restauration, mais bon, il reste qu'il y a eu beaucoup de dégâts qui ont été faits quand l'armée coloniale s'est installée dans ce palais. Au-delà du siège de Constantine et de la colonisation, il y a eu une destruction de patrimoine, voilà, malheureusement. Mais sinon, il est très beau, il est magnifique, il y a beaucoup de choses à découvrir. Je ne sais pas s'il est ouvert à la visite. Bien sûr. C'est bon? Oui, on peut le visiter, il faut le visiter, il faut y aller. À un moment donné, il était en pleine restauration. Il y a des opérations de restauration, on espère, régulières, mais voilà, il faut y aller. Ça coûte pas cher, 200 dinars. Et je crois que c'est gratuit pour les enfants. Voilà. Il y a un tarif pour les étudiants, mais sinon, voilà. C'est un document historique, hein, parce que c'est un document. Là, la fresque, parce que pour moi, c'est la pièce maîtresse de ce palais, même si tout en lui est magnifique. Hein. L'architecture, les colonnes, les façades, les boiseries, les couleurs. La fresque est un témoignage historique parce que aussi ça raconte l'époque. C'est-à-dire comment les choses se présentaient et comment ce que lui a vu les événements qu'il y avait en Méditerranée jusqu'en Asie. À travers ces fresques, voilà, on voit tout ce qui se passe dans les ports méditerranéens, les échanges, enfin voilà, tout ça. Jusqu'à Mecca, au lieu saint de la Mecque. Voilà. Encore une fois, un bijou architectural à visiter. Enfin, comme tu le disais, Constantine, tout entière est à visiter. Jusqu'à la Tunisie. Hein, effectivement, tout entière à visiter, mais pourquoi pas une halte, effectivement, au palais qui reste très, très atypique. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Samira, encore une fois, pour ce beau voyage que tu nous proposes à chaque fois. On se retrouve dimanche, en compagnie de notre ami Amal Almi, sinon lundi et vendredi prochain. Voilà, merci beaucoup. Voilà. J'essaie d'apprendre les rendez-vous. Hein. Oui, dimanche, lundi, vendredi, Inch'Allah. Merci beaucoup, Samira. Merci. Donc à dimanche, Inch'Allah. Merci. On continue. Cette fois-ci, ça va être une belle chanson de Jamal Arossi. Et on se retrouve pour la dernière station de cette matinée en compagnie donc, de toute une famille sportive qui partage la même passion pour le même sport. À tout de suite. الفتح بدات حياتك خودها ليك هدية بالحق بدا شغالك لا تشوف النهاية تواضع في فعالك تصيب رتبة عالية رافع مقامك ناظر فيك وفيا شد فرشيت في مسارك تشوف النور في مرايا الرغبة اللي في قلبك عطاها ليك وليا هي طريق حياتك لا ريب لا شكية كل شي في يدك شقد تنجح هنية تبت في مرادك تنجم كل خطية وإلا طحت في مسالك عطرات قوية نوض كمل منهاجك جعلها والفيا الرغبة لي في قلبك من عند ربي هدية حط عليها بعقلك تجيك راضية مرضية اخدمها قصدك تفوز بسر الدنيا مادام تواصل جهدك صبح وعشية لا تفكر عمرك راح تقيسك بلية ولا الياس غلبك لا تخاف قطعية لا يفشلك تعكالك الناس كلها سوية لطف الخفي يفيدك في الايام المخلية يتفاجأ غير من حزنك نجوم فرحك ضوية الحب نجمة في قلبك من عند ربي هدية ساطعة في ذاتك كنوز فيك مخفية الرغبة اللي في قلبك من عند ربي هدية هي طريق حياتك لا ريب لا شك فيها الرغبة اللي في
فداتك في كنوز مخفية. الرغبة لي في قلبك من عند ربي هدية، الحب ديرو زادك الإيمان بتيقاس فيا، في صميم دخالك حجار ياقوت زكية، أضمن صوابك بعلوم وهمية، عاون بها حبابك والعقول الساهية، ديرها تحت جناحك ونورها بتريا، ما تنسى خيرك بيك تدي عقلية، تنجى من مهالك الجهل والأمية، منها على شانك كيف المواج العالية اللي في بحور جدودك والوصايا المروية، أرويك وبنورك للكلية. الرغبة اللي في قلبك من عند ربي هدية، هي طريق حياتك لا ريب لا شكية. الرغبة اللي في قلبك من عند ربي هدية، ساطعة في ذاتك في كنوز مخفية. خطياتك ما راك ضحية، من راسك لقدامك لروحك الوفية، من عقلك لقلبك كن صادق بنية، الموت على بالك بالدموع سخية، ما تدي معاك مالك الدنيا فانية، احمر ورد جنانك زاد زين الخضورية، بالبيض عطر بالك بنسوم ذكية، يتنور زمانك وقول نسمع ليا. الرغبة اللي في قلبك من عند ربي هدية، هي طريق حياتك لا ريب لا شكية. الرغبة اللي في قلبك من عند ربي هدية، ساطعة في ذاتك في كنوز مخفية. الرغبة اللي في قلبك من عند ربي هدية، هي طريق حياتك لا ريب لا شكية. الرغبة اللي في قلبك من عند ربي هدية، ساطعة في ذاتك في كنوز مخفية. Voilà, donc de retour sur le plateau. Alors moi, je suis en très grande sécurité ce matin. Habituellement, j'ai peur, mais là, je suis en très grande sécurité, très bien entourée. J'ai n'est-ce pas? N'est-ce pas, Abdelraouf? Non. Ah, je vais devoir avoir peur alors, si Abdelraouf le dit. Et voilà, donc comme je vous le disais en début d'émission, c'est toute une famille donc, de judokas que nous allons recevoir, une famille qui partage la même passion. C'est carrément une transmission de père, de mère vers leurs enfants. Et justement, nous en parlons ce matin. Monsieur Saïd Smah, bonjour, marhaba bik. Bonjour madame. Marhaba bik. Et aussi madame Kahina Kacher, marhaba bik. Merci. Bonjour. Alors les enfants sont là. Abdelraouf, صباح الخير. مساء الخير. ناس bonjour. Bonjour. Et parmi nous aussi, alors Abdelraouf, شحال عمرك Abdelraouf? 7 ans. 7 ans. Il a 7 ans, Abdelraouf, et son petit frère Yogurta. صباح الخير Yogurta, bonjour. 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 Comment ça va Yogurta? Yogurta, شحال عمرك؟ 4 ans.
7 ans. 4 ans, il a 4 ans, Yorta. Alors, Madame Kahina, double championne d'Afrique, hein, Allah Ibarak, Oui. n'est-ce pas? En judo. En kata. Dernier titre en équerre en 2024. Alors, tout récent, 2024, n'est-ce pas? Champion d'Afrique, médaille d'or. Allah Ibarak. Alors, vous êtes tous les deux, enfin tous les quatre, hein, excusez-moi, vous êtes donc très passionnés par le judo. Alors, monsieur Smah, votre passion, elle est partagée avec toute la famille. Hein. Parlez-nous un peu de cet intérêt, de ce partage, de cette transmission, surtout à vos enfants. Bonjour à nos auditeurs. Cette passion, elle est perpétuelle. Donc, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Ah, Yorta, il a fait mieux que vous. Hein. Oui. Ah, il a fait mieux que vous, Yorta. Ils sont sortis de la clinique, leur baptême c'était c'était un baptême. C'est pas uniquement ma femme et mes enfants. J'ai des frères et sœurs que j'ai entraînés aussi, ils sont mariés maintenant, ils sont étrangers, ils sont certains à Tizi Ouzou, que j'ai entraînés. Donc c'était une passion familiale. Parce que j'ai vu dès mon jeune âge que le judo, on découvre beaucoup de choses, pas l'aspect uniquement compétitif. Il y a l'aspect école de la vie, il y a l'aspect relations humaines, il y a l'éveil. Le contrôle de soi. Le contrôle de soi, la sociabilité, l'amour qu'on partage sur un tapis, dans un voyage. Surtout la communication, elle a fait beaucoup de choses en nous. Donc, j'ai trouvé cette merveille du judo. J'ai une petite parenthèse qu'on a tendance à oublier, à peu la transmettre, cette passion, les bienfaits dans la société du judo, surtout pour les petits-enfants. On a tendance à regarder un peu la grande performance, or que si on peut y aller loin, il faut donner de très bonnes bases pour les enfants. Et d'avoir des enfants en bonne santé, d'avoir des enfants éduqués, d'avoir des enfants intellectuels. Parce qu'avec notre école, nous avons constaté depuis des années que les enfants, surtout les parents, que je remercie au passage, qui nous ont confié leurs enfants, je les remercie, comme ils peuvent le témoigner d'ailleurs, ils le témoignent. Quand un enfant commence le judo à bas âge, avec la rigueur du judo, avec le code moral du judo, on a tendance à canaliser l'énergie de l'enfant et ses émotions aussi. Et c'est très important à bas âge. J'ai fait l'expérience avec mes petites sœurs et mes petits frères. Et maintenant, avec mes enfants, et puis d'autant plus, j'avais cet avantage, j'avais une formation d'enseignant. Donc la pédagogie existe, la pédagogie est déjà là. La pédagogie, j'ai eu la chance j'étais à l'Institut d'Idouche Mourad en formation en tant qu'enseignant. J'ai terminé en tant que conseiller formateur d'enseignants. Et donc j'ai certains bagages qui me permettent modestement, pas de manipuler, mais de transmettre, de faire découvrir à des enfants, même à des adultes, les bienfaits du judo et sur la santé et sur le moral aussi. Et nous avons le constat, il est là depuis beaucoup d'années. Nous avons des enfants qui sont des excellents élèves à l'école, après avoir venu avec des moyennes un peu basses. Les parents d'élèves peuvent en témoigner. Nous avons eu des enfants qui ont monté en flèche parce qu'on les encourage, on développe leur éveil, leur concentration surtout. Parce surtout la concentration. Surtout la concentration à l'école. Alors, je vais donner la parole à Madame Kahina. Vous-même, vous êtes coach, vous-même, vous êtes entraîneur. N'est-ce pas? Alors là, une autre forme de pédagogie, donc vous partagez encore une fois cette passion, vous partagez cette mission, parce que c'est une mission, comme l'a si bien souligné M. Smah, n'est-ce pas? Oui, c'est M. Smah
qui m'a orientée à faire comme entraîneur éveil judo, 3 ans, 6 ans. C'est la section la plus difficile. C'est ce que j'allais vous dire, c'est la plus difficile, Oui, effectivement. l'enfant a besoin des câlins, c'est un enfant. Il pleure toujours, maman, maman. Alors je suis comme leur maman sur le tapis. On crie. À chaque fois, il me dit arrêtez de crier. Je dis non, parce que c'est des petits enfants, ils doivent crier. Parce que tout le temps à la maison, on fait. Ils s'extériorisent finalement. Je les laisse courir, je les laisse crier. Je fais des cours vraiment, mais c'est mon formateur vraiment. C'est lui qui m'a Finalement, formé. vous avez formé les frères et les sœurs et vous avez formé aussi votre femme. Ouais. Oui, oui. J'ai formé d'autres aussi qui sont extra à ma famille. J'ai formé Voilà, beaucoup certainement. d'entraîneurs, beaucoup d'athlètes Oui. d'élite, beaucoup de... Mais il y a une question, il y a tout le monde qui me pose la question, à quel âge vous avez commencé à faire le judo? J'ai commencé le judo à l'âge de 32 ans. Alors, vous savez, c'était la question que j'allais vous poser. Je n'allais pas vous dire à quel âge vous avez commencé, mais j'allais vous dire, est-ce que le judo, est-ce que le sport d'une manière générale, c'est comme la musique, on peut le commencer à n'importe quel âge. Voilà. C'était ça. Donc, à 32 ans, et À vous êtes 32 double ans, je championne suis de double Marie-Belle. championne d'Afrique et Vous me donnez championne de l'espoir. d'Algérie. Hein? Bon, j'ai pas 32 ans, mais vous me donnez quand même de l'espoir. Ah, il n'y a pas de problème. Venez pratiquer le judo. C'est comme ça, je vais demander aux parents de laisser leurs femmes faire du sport. Oui. C'est bien même pour le moral, Non, mais pour c'est surtout le physique. C'est surtout un bel exemple parce qu'on croit que lorsqu'on arrive à un âge particulier, on ne peut plus faire un sport d'élite, on ne peut plus faire un sport de haut niveau. Dire on va juste faire du sport pour maintenir l'hygiène de vie, on ne pense pas finalement au sport de haut niveau. Et là, c'est un très très bel exemple que vous nous donnez. Oui, mais parce que avant je faisais juste entraîneur judo. Alors mon mari, son uké, il était absent pendant une durée de vraiment. Il m'a dit je vais arrêter le kata parce que mon uké il est absent et tout. J'ai dit non, je vais le remplacer. Ah ben voilà. Il m'a dit comment tu vas faire le kata de 7e dan et tout. J'ai dit oui, je vais le faire. Et je vais l'apprendre. En une semaine, j'ai mémorisé le kata de Guqing Jutsu et je le pratique, alhamdoulilah. Ah ben bravo. C'est quel kata, hein? Et quel kata, ça demande une rigueur parce qu'il y a... Moi, je manie les sabres, je l'attaque avec des mains, il y a des saisies, il y a des attaques avec couteau, il y a des attaques avec bâton, il y a des attaques avec un pistolet. Donc, j'étais vraiment, j'avais agréablement surpris pendant une semaine. Elle s'est préparée déjà sur YouTube, elle avait des bases déjà. Et puis, pendant une semaine, j'ai vu que j'ai renversé, j'étais exécutant, après j'ai inversé les choses comme elle l'a bien expliqué maintenant. Elle était vraiment... Alors, qu'en est-il de justement Abdraouf et Yogharta? Alors, Yogharta, 4 ans, Abdraouf, 7 ans. Alors, eux aussi, ils suivent le chemin. Ils suivent, Abdraouf, surtout, il va suivre le chemin de son père. Et il aime le judo. Et Yogharta, celui de sa mère? Donc, finalement, la même destinée. Hein. Oui. Maintenant, il a commencé à faire correctement ses mouvements et tout. Oui. Bon, c'est vrai qu'il est encore très très petit. À cet âge-là, on a encore... Maintenant, ça va, il suit. Quand on dit en ligne, il se met en ligne. Quand on dit aller à Hajime, il commence à faire le travail. Ça va. Même le lexique japonais, ils sont habitués au lexique japonais, Hajime, Mate, César, Izure, le salut, le pour moi, c'est ré. du vrai japonais, par contre. Voilà. Là, j'arrive pas à vous suivre, par contre. Il vient d'avoir sa ceinture blanche-jaune. Bravo! Président Bravo. stage, c'est parce que blanche-jaune, c'est de savoir tomber en judo, parce qu'il faut savoir tomber en judo pour avoir cette assurance en soi et de renverser son corps et d'éduquer sa latéralisation, ce contact avec le sol, le contact avec son adversaire. Tout ça, ça a éveillé l'enfant. J'ai vu à travers mes enfants et mes frères et sœurs aussi que c'était un sport merveilleux, toujours dans la même perspective. Quand on dit et le judo, il n'est pas uniquement compétitif, il peut être compétitif à haut niveau. D'ailleurs, c'est une bonne chose que la Fédération internationale de judo, que je cite maintenant, elle a fondé, elle a créé une compétition internationale de vétérans où on a participé avec madame, compétition Ekata,
vous trouvez des gens sur le tapis à 80 ans, à 90 ans. Les derniers, bon, on n'a pas été engagé au championnat, les derniers championnats du monde à Las Vegas et le dernier championnat du monde à Paris. Une faute d'engagement par la fédération, je ne sais pas pourquoi. Nous avons beaucoup de vétérans. D'ailleurs, nous avons une fille d'Oran, Houria, elle est 5 fois championne du monde vétéran. Elle a 45 ans, 45 ans, 46 ans, à 50 ans. Elle a haussé le 4e titre mondial de judo. Donc, et nous avons aussi donc le judo, il peut être pratiqué d'un bas âge à n'importe quel âge. À n'importe quel âge. Elle est à la portée de tout, tel qu'elle a été citée par Jigoro Kano. Il le dit, on lui dit c'est quoi le judo? Le judo, c'est une école de la vie. Oui. Et d'ailleurs, le judo a été classé par l'UNESCO comme le meilleur sport pour enfants. Le meilleur sport pour enfants parce que justement, ça apporte beaucoup de valeurs, non pas de combat, mais beaucoup de valeurs humaines surtout vis-à-vis de soi, mais vis-à-vis de son entourage. Et puis à travers le judo aussi avec les enfants, on leur transmet aussi des valeurs ancestrales du pays, de notre pays, parce que nous avons déjà une base, nous avons un héritage culturel. Nous avons un héritage culturel, donc à travers l'entraînement aussi, on transmet ces valeurs humaines, ces valeurs ancestrales, ces coutumes ancestrales, et puis on forme un citoyen à part entière, un très bon citoyen. Il est absorbé par l'art martial, par cette discipline et cette culture, et ça fait un très bon citoyen. Ouais. Effectivement, en tout cas, on souhaite un très très beau parcours à Yoghurta, un très beau parcours à Abdelraouf. Nous arrivons à la fin de notre émission. Vraiment, nous terminons avec une note très très positive en votre compagnie. Vraiment. Vous avez ramené un petit souvenir. Allez, Juju. Ce que t'attends. Abdelraouf. Juste, vous êtes attaché au micro. C'est un code moral du judo, en arabe et en français, dédié à Canal Algérie. Ah ben voilà. Merci beaucoup, vraiment, merci notre beaucoup. autre considération pour le travail que vous faites, c'est pas parce qu'on est là. Et puis merci à vous, parce que vous accompagnez les enfants, parce que vous continuez aussi à promouvoir toutes ces valeurs donc, au sein de la société, comme vous l'avez dit, toujours et vous pour un aussi, seul vous contribuez objectif, énormément à votre C'est notre travail, c'est notre devoir et on le fait avec grand plaisir, d'autant plus que vous répondez toujours présent à nos invitations. En tout cas, ça a été un plaisir de partager encore une fois ce plateau en votre compagnie. La dernière fois, vous me disiez que vous avez un amour très particulier pour le judo. Oui. N'est-ce pas? Oui. Vous l'aimez autant que... Pour le judo. C'est mon mari. Très bien, en tout cas, merci beaucoup. On vous remercie. Très très belle continuation pour tout ce que vous faites. Très beau succès pour tout ce que vous faites. Très beau parcours pour Abdelraouf et pour Yoghurta. Inch'Allah. Bye bye à Zizou. Alors je ne sais pas si je serai toujours là ou je serai en retraite. Hein. D'ici là, probablement, il sera champion et on le recevra encore sur notre plateau. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à tous et on se retrouve dès demain à partir de 8h. Au revoir.